Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur, ravi de vous retrouver. Voici le programme du jour. D'abord, on va parler rap aujourd'hui dans notre focus en vous présentant une chaîne YouTube qui s'attelle à redonner à ce genre musical longtemps critiqué l'image qu'elle mérite et on en parle dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech, Arwa Chaouki est avec nous aujourd'hui. Bonjour Arwa. Bonjour Philippe. Bienvenue dans l'école du futur, vous êtes notre nouvelle chroniqueuse, l'une de nos nouvelles chroniqueuses. De quoi on va parler aujourd'hui avec vous ? Aujourd'hui, nous allons parler d'éducation financière et des moyens de s'y préparer. On voit ça avec vous dans un instant. Et puis c'est notre grand sujet du jour. Les adolescents, vous le savez, sont souvent perçus comme stressés, accros aux réseaux sociaux aussi. Et pourtant, eh bien, une étude vient détruire tous ces clichés. Quelles sont alors leurs aspirations réelles ? Comment l'école, leur passion, les nouvelles technologies influencent-elles leur vision de l'avenir ? Focus aujourd'hui donc sur une enquête qui parle de tout ça, sur ses résultats et sur ce qu'elle révèle de cette génération en pleine mutation avec notre invitée Marie Rechbarg. Bonjour. Bonjour Philippine. Soyez la bienvenue sur le plateau. Vous êtes directrice du développement institutionnel d'Academia. On en parle avec vous dans un instant si vous voulez bien, juste après le focus. Initialement considéré comme un genre musical typique de la banlieue, le rap représente désormais 80% des albums les plus écoutés en France en 2023. Alors si on redonnait justement au rap ses lettres de noblesse, et si finalement les rappeurs étaient les nouveaux poètes de notre siècle. C'est en tout cas ce qu'essaye de nous montrer la chaîne YouTube Le Règlement, et c'est au programme de notre focus du jour. Salut les champions! Si en 1970 nous parlions de disco, en 1980 de rock, eh bien aujourd'hui la place est au rap. Le Règlement est une chaîne YouTube qui met en lumière ce style musical très critiqué. Entre revues d'albums, critiques ou analyses, tout le rap français est passé au peigne fin. Si on élargit, on se rend vite compte que le rap, c'est le genre musical qui utilise le vocabulaire le plus large de tous, avec près de 500 mots par son en moyenne, contre 300 pour la pop et 200 pour le rock. Eminem utilise un vocabulaire 2 fois plus riche que Céline Dion par exemple. Faut pas comprendre. Bon, c'est pas forcément parce qu'il y a plus de mots que c'est plus intelligent. I know words, I have the best words. Mais il suffit de se plonger dans quelques albums pour se rendre compte que le rap traite avec discernement et honnêteté de thèmes ultra variés comme la réussite, l'amour ou la liberté. Créée en 2016, la chaîne YouTube Le Règlement a pour but de redorer l'image de ce style musical particulier, mettre en avant les textes recherchés, répondre aux clichés les plus répandus ou encore simplement retracer le parcours du rappeur afin de mieux comprendre le sens de ses textes et ses inspirations. Nekfeu dissémine depuis longtemps dans ses textes des idées politiques et des revendications. Mais pour les étoiles vagabondes, il a décidé d'aller beaucoup plus loin. Il s'est pour ça inspiré d'un de ses auteurs préférés, l'écrivain américain Jack London, et de son roman fantastique, Le Vagabond des étoiles. Pour resituer, Jack London, c'est l'auteur de Martin Eden, qui a donné le nom du premier son du premier album de Nekfeu. Et Le Vagabond des étoiles, c'est l'histoire d'un condamné à mort américain qui passe 5 années dans un cachot infâme et qui subit la torture de la camisole de force. C'est un livre engagé qui a eu un impact très important aux États-Unis puisqu'il a entraîné l'interdiction des camisoles dans les prisons et même carrément une réforme du système carcéral californien. Et le Fennec qui est maintenant connu et écouté sans qu'il peut lui aussi avoir un impact direct et important sur les causes qui lui sont chères. Comme il le dit dans Takotsubo. Donc je suis là pour mes cas sociaux, tout ça me tracasse aussi. Je suis plus ce mec insouciant, j'ai pas connu qu'un suicide. Il n'a donc plus d'autre choix que de revêtir le costume de Ken, le justicier. Véritable phénomène, Le Règlement devient dès son arrivée sur YouTube une vraie star du réseau tout en gardant l'anonymat. Il parle aux jeunes, leur montrant une face qu'eux-mêmes n'avaient peut-être pas découverte, et parle aux plus âgés, faisant ressortir les bons aspects de ce qui n'est pas toujours, comme ils le pensent, péjoratif et dégradant. Le rap est en fait un des meilleurs outils pour lutter contre les discriminations. Hip-hop really is about fighting for your rights in the beginning, about speaking your mind and about breaking down barriers or whatever. Et je suis presque certain qu'il va permettre de balayer les inégalités entre hommes et femmes également. On le remarque déjà avec plusieurs rappeurs qui clarifient ouvertement leur message pour faire la part des choses, comme Nekfeu, qui est un des rappeurs les plus influents en France. On les taquine, mais les femmes on respecte. Ne crois surtout pas qu'on aime cette image dégradante. C'est super triste, moi je pense à ma soeur, la meilleure supportrice, tout en haut des gradins. Certains vont même jusqu'à faire des sons pour dénoncer le sexisme directement, comme Vince par exemple. Ça parle mal, le sexisme est banal, mais on le dédramatise. Hey madame, viens par ici, une ambiance qui traumatise. Demande à Weinstein ce qu'il faut faire pour avoir un contrat d'artiste. Après 8 ans et plus d'1 200 000 abonnés, Le Règlement laisse maintenant place à plus de créativité et à diversifier son contenu, délaissant les analyses. Mais le youtubeur persiste dans son envie de mettre en avant les bons aspects de ce qui est aujourd'hui le style musical le plus écouté en France. Ceux qui respectent le règlement ne les respectent pas correctement.
Allez, autre chose à présent. À l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle, on pourrait croire que les adolescents se tournent majoritairement vers des carrières digitales ou rêvent alors de devenir influenceurs. Mais une enquête nous prouve tout l'inverse. On va décrypter ensemble ces données qui bousculent les idées reçues sur la jeunesse. On le fait avec notre invité tout de suite dans la première partie du talk. Et donc aujourd'hui à nos côtés pour en parler, Marie Rejvark. Je rappelle que vous êtes la directrice du développement institutionnel chez Academia. Alors Academia, avec Odoxa, vous avez mené donc cette étude qui montre notamment, il y a plein de chiffres qui m'ont énormément surpris dans cette étude, mais le premier c'est peut-être que 95% des adolescents interrogés dans votre enquête se déclarent heureux. Et c'est un chiffre qui est quand même marquant parce qu'il va, je trouve, assez à l'encontre de l'idée répandue que les adolescents, ils sont de plus en plus stressés ou mal dans leur peau avec tout ce qu'on peut parler autour de l'éco-anxiété, etc. Est-ce que ça aussi, vous aussi, ça vous a surpris ? Alors oui, effectivement, ça nous a surpris. À la question, d'une manière générale, est-ce que vous vous sentez plutôt heureux dans la vie ? 95% des 11-17 ont répondu oui, ou toujours ou souvent. Donc évidemment, il ne faut pas négliger les 5% qui malheureusement sont encore trop nombreux. Malgré tout, c'est évidemment plutôt une bonne nouvelle. Je pense que ça nous surprend pour deux raisons. C'est que souvent on parle du malaise des jeunes, mais en faisant référence à des études qui sont plutôt menées auprès des 15-24, voire des 18-24. Et on sait que le moment du passage à l'âge adulte, c'est évidemment un moment souvent compliqué et depuis longtemps, d'une part. Et d'autre part, l'autre étude qui fait souvent référence, elle a été menée, c'est l'étude en classe, qui a été menée en fait en 2022, donc peu de temps après la fin du dur de la crise sanitaire. Elle a été à nouveau menée au printemps 2024, donc on va bientôt avoir ces résultats. On pourra peut-être comparer, mais effectivement, cette nouvelle, on peut que s'en réjouir, bien évidemment. S'en réjouir, effectivement. Alors comment vous expliquez justement cet écart entre la perception populaire d'une jeunesse en crise et des résultats quand même très optimistes ? Vous nous parlez de ces études aussi, mais est-ce qu'il y a une question peut-être de perception où en fait quand on parle de jeunesse, pour en parler, on parle plutôt des adultes qui donnent leur point de vue sur la jeunesse plutôt que d'aller interroger, comme vous l'avez fait directement, ces jeunes-là. Alors c'est vrai que la particularité de l'enquête, c'est qu'on a voulu interroger directement les concernés, d'une part, et puis on a aussi posé des questions à leurs parents en miroir. Parents qui se déclarent d'ailleurs moins heureux. Ils sont 80% à se déclarer heureux. C'est aussi intéressant de comparer ces deux publics. Comment on l'explique ? Alors, après, il y a quand même on va dire la modération peut-être à prendre, c'est qu'un adolescent, il répond dans une temporalité très instantanée. Donc, il va avoir peut-être une réponse qui est, en général, en ce moment dans la vie, je me sens heureux. Oui, plutôt oui. Voilà, ça c'est pas une étude scientifique, mais enfin, malgré tout, c'est très optimiste. C'est très enthousiasmant aussi de voir que, vraisemblablement, et même si, bien sûr, il y a encore des situations difficiles, notamment liées au harcèlement et pas que, on a des ados qui, même si parfois ils traversent des difficultés, se sentent, d'une manière générale, plutôt heureux dans la vie. Ouais, plutôt optimiste et pour une fois que ça arrive, on peut que le saluer, ça c'est sûr. Une autre chose qui m'a marquée en découvrant aussi ces résultats, Marie, ça concerne les aspirations professionnelles des jeunes qui sont plus souvent en fait traditionnelles que ce qu'on pourrait le croire. Les jeunes rêvent de métiers traditionnels comme médecin ou ingénieur, bien loin des clichés aussi qu'on pourrait leur attribuer, non ? Complètement. On entend beaucoup, ils veulent devenir influenceurs. C'est un peu le cliché, comme vous venez de le dire. Pas du tout. En fait, on voit que c'est des métiers effectivement assez traditionnels puisque le top 4, c'est vétérinaire, médecin, ingénieur, institutrice. Donc déjà traditionnel, d'autre part des métiers dont on a besoin, à la fois des métiers du soin, des métiers de l'ingénierie et de l'enseignement. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est plutôt une bonne nouvelle qu'ils aspirent à ce type de métier. Et c'est aussi, ce qui a pu nous surprendre, c'est qu'on sait qu'il y a beaucoup de lycéens qui ont du mal à se décider sur leur orientation. C'est plus de la moitié, souvent dans les enquêtes. Là, c'était une question ouverte. Et ils ont tous su répondre, tous ces métiers-là, qui en plus sont des métiers très précis, plutôt traditionnels et aussi très exigeants finalement, tant dans l'exercice de leur fonction, mais aussi pour les études qu'il faut faire pour les atteindre. Alors justement, ces résultats, ils suggèrent, vous l'avez dit, que les jeunes valorisent des carrières plutôt stables, structurées aussi. À votre avis, qu'est-ce qui motive justement ces choix de carrière un peu plus traditionnels chez les adolescents ? Est-ce que c'est une influence des parents, de l'école, des médias peut-être aussi ? Alors, on peut effectivement... Alors, les professionnels de santé ont quand même été très mis en avant.
effectivement très valorisé et à juste titre ces dernières années. Donc peut-être que ça peut expliquer ça. Après, on se rend compte aussi que sur le temps long, en fait, les aspirations en termes de métier changent assez peu. Sur les 20 dernières années, les études qu'on a pu trouver, que ce soit, en fait, en général, c'était plutôt mené auprès d'adultes a posteriori vis-à-vis de leurs rêves d'enfants, puisqu'avant, on ne pouvait pas interroger directement les ados aussi facilement. C'est quand même relativement stable. Ce qu'on peut constater, c'est l'apparition du métier d'ingénieur. Là, ça, c'est marqué, d'une part, et une diminution de ceux qui veulent être chefs d'entreprise. Ou alors, ils n'ont pas considéré que c'était un métier, je ne sais pas, dans la question ouverte. Mais en tout cas, ça n'apparaît pas, et c'est surprenant par rapport aux autres études. Oui, parce qu'on a un peu l'impression, et on en parle régulièrement ici, qu'avant, le CDI, c'était un peu le Graal dans la génération peut-être précédente, et que maintenant, ils ont tous envie de devenir entrepreneurs, pour des questions de liberté aussi, de créativité. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans votre enquête... C'est à peu près équivalent en termes de salariat indépendant, c'est à peu près équivalent. Donc oui, c'est à peu près équivalent. Peut-être qu'ils ne le considèrent pas encore comme un métier, peut-être comme une activité. À côté, l'enquête révèle aussi, Marie, que malgré l'avènement de l'intelligence artificielle, dont on parle beaucoup dans l'émission, du digital aussi, l'école, elle reste pour une grande partie d'entre eux le pilier de leur apprentissage. Comment vous interprétez là aussi cette donnée? C'est quand même assez surprenant, quelque part, de voir des jeunes qui continuent de valoriser encore autant le rôle de l'école. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, je trouve que c'est très bien aussi. Voilà. Alors c'est près de 90% qui considèrent que c'est toujours indispensable d'apprendre à l'école, à l'heure de l'intelligence artificielle et d'Internet plus largement, de tout ce qu'on peut trouver comme information. Ça, c'est vraiment un chiffre qui est très rassurant. Et en termes de sources par lesquelles les ados apprennent aujourd'hui, on voit que l'école apparaît, le collège-lycée en l'occurrence, apparaît toujours cité en numéro 1. Tant par les collégiens que par les lycéens. Et alors, pour les collégiens, c'est à égalité avec les parents. Je trouve ça intéressant. Et pour les lycéens, en revanche, c'est talonné par Internet au sens large. Qui est une source d'information et d'apprentissage développe. Pour eux. Alors justement, comment chez Academy vous intégrez cette dualité entre apprentissage traditionnel et nouveaux outils technologiques? Pas forcément évident, ça. Alors non, pour nous, en fait, cette évolution-là, cet accès toujours plus simple à l'information, c'est évidemment très amplifié par les outils d'intelligence artificielle générative, mais tout ça, en fait, ça nous pousse à deux choses. D'abord, à toujours redonner plus de sens à l'intérêt d'apprendre, d'une part. Pourquoi c'est important d'apprendre? Et d'autre part, ça nous incite aussi... Alors, il y a plusieurs choses. Ça nous incite à accompagner nos enseignants dans la transformation de leur métier, qui va être de plus en plus le métier presque de coach scolaire, où évidemment, il y a toujours des connaissances à connaître, parce que sinon, comment les remettre en question? Mais aussi, comment motiver, donner du sens, donner envie et faire prendre plaisir dans cet apprentissage. Après, nous, on est convaincus que l'apprentissage va continuer nécessairement à passer par l'humain, mais pour les raisons que je viens d'évoquer, c'est d'abord de donner envie. On a peut-être plus envie de s'adonner à quelque chose de plus simple, de plus passif, qui ne nous met pas en situation de risque. Donc voilà, c'est comment on donne envie en s'appuyant sur ce qui les intéresse, sur ce qui les motive. Et nous, on va l'intégrer vraiment aussi dans le développement d'autres compétences. Bon, je viens d'en parler, l'esprit critique, bien évidemment. Aussi, tout ce qui est soft skills, la capacité à imaginer, à créer, à travailler ensemble. C'est des compétences, évidemment, qu'on se doit de développer de plus en plus. Tout ça, c'est important. Et on va voir dans un instant, on va parler d'éducation financière aussi. Vous allez voir. D'abord, merci beaucoup, Marie. On va continuer nos échanges dans un instant. D'abord, on va faire un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
De retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invitée aujourd'hui, Marie Rejvaag, directrice du développement institutionnel chez Acadonia. Marie, juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique d'Arwa Chaouki qui a une idée derrière la tech. Arwa, vous allez nous parler d'une étude de la Banque de France pour démarrer, dites-nous tout. Exactement. Selon l'étude de la Banque de France, un Français sur 5 vit constamment à découvert et seulement un Français sur 10 se sent suffisamment capable de prendre des décisions en termes d'épargne ou d'investissement. Malheureusement, ces chiffres montrent que l'éducation financière est un domaine de compétences auquel très peu de Français ont été initiés dès le plus jeune âge. Effectivement, et on a commencé à en parler avec notre invité. Pourtant, à Arwa, ces compétences, elles sont essentielles dans notre vie quotidienne, non? Tout à fait, c'est vrai. Comment faire des choix avisés quand on manque de connaissances? Comment éviter de se retrouver en situation délicate face à un crédit mal compris? Ou alors comment arbitrer face à une proposition que vous ferait votre banquier? Ça, c'est sûr. Alors, Arwa, quelles sont justement, selon vous, les compétences financières clés que nos jeunes, aujourd'hui, qui peuvent nous regarder, peut-être, devraient acquérir pour faire face à ces défis? La première compétence est la gestion de budget. C'est savoir planifier ses dépenses en fonction de ses revenus. Ensuite, il est crucial de comprendre le fonctionnement des crédits et du découvert bancaire. Puis, apprendre à épargner et à investir judicieusement peut permettre de se construire un avenir financier plus serein. Enfin, pour ceux qui envisagent de se lancer dans l'entrepreneuriat, la gestion de la trésorerie d'une entreprise et la planification financière sont essentielles pour réussir et développer son activité. Ça, c'est sûr. Il vaut mieux d'ailleurs si on veut la rendre pérenne. Alors justement, Arwa, par où commencer si on n'a pas eu la chance d'apprendre ces notions dans notre cercle familial ou alors à l'école? En France, il existe plusieurs initiatives pour aider les jeunes, les familles et les entrepreneurs. L'une d'elles est la plateforme numérique La Finance pour tous. Elle propose de nombreuses ressources gratuites pour apprendre à gérer son argent. Elle est accessible à tous, quel que soit son niveau de connaissance ou son âge. Vous avez également l'association Crésus qui, elle, accompagne les personnes en difficulté en leur offrant des conseils et un soutien personnalisé pour sortir du surendettement. Et si on se penche vers les écoles, l'éducation maintenant à Arwa, est-ce qu'il y a des programmes spécifiques pour les élèves? Oui, la Banque de France a mis en place le passeport EducFi. Il s'agit d'un module de 2 heures qui est dispensé aux élèves de 4e une fois dans l'année. Ce module leur permet d'apprendre des notions d'épargne et de crédit. Il est animé par des enseignants des collèges sous forme de volontariat et ce passeport est une manière efficace de commencer à familiariser nos enfants avec les fondamentaux de la finance. Ça, c'est sûr. Quel conseil, Arwa, vous pourriez donner alors aux parents peut-être qui nous regardent aussi et qui souhaitent initier justement leurs enfants à la gestion financière? Oui, le meilleur moyen d'initier ses enfants à la gestion de l'argent est d'en parler ouvertement avec eux. N'hésitez pas à les inclure dans des projets familiaux comme la planification du budget des prochaines vacances ou d'un achat important. Par exemple, votre machine à laver tombe en panne. Je ne vous le souhaite pas. Impliquez-les dans votre réflexion sur la décision d'acheter à crédit ou de puiser sur votre compte épargne. Prenez le temps de leur expliquer ce qu'est un crédit, à quoi ça engage et quelles sont les conséquences que ça peut avoir sur votre budget. Pesez aussi le pour et le contre de chaque solution en fonction de votre situation financière personnelle. Ça leur montrera que vous les considérez et que vous valorisez leur opinion. Vous pouvez aussi leur donner une petite somme d'argent de temps en temps pour leur apprendre
la notion d'économiser pour un projet qui leur tient à cœur, ça peut être des rollers, une trottinette, peu importe, et à faire la différence entre un besoin et une envie. Ces approches sont un excellent moyen de leur donner confiance en eux, tout en développant leur autonomie et leur culture financière. Les vacances aussi d'automne approchent. Est-ce que vous avez quelques conseils à nous proposer là-dessus? Oui, je vous conseille d'aller visiter en famille le musée Citéco. Il s'agit d'un musée qui est situé à Paris. C'est un musée interactif dédié à l'économie. C'est un excellent moyen d'apprendre tout en s'amusant et pourquoi pas de décider ensemble du budget pour cette sortie. Ben voilà, on sait ce qu'on va faire ce week-end, Arwa. On dirait des nouvelles. Bah oui, bien sûr. Merci beaucoup. Marie, est-ce que ces sujets justement d'éducation financière, vous nous parliez juste avant la fin de la première partie du talk, de justement ces compétences qui sont importantes à transmettre aux enfants, est-ce que chez Acadomia, ce sujet de finance, d'éducation financière, ça fait partie des programmes aussi? Alors, on ne l'aborde pas exactement de cette manière, mais par contre, on essaye toujours, dans toute notre pédagogie, d'être vraiment sur de la pédagogie active, concrète, le plus possible. Donc, on ne l'aborde pas en tant que matière et compétence spécifique, l'éducation financière, mais on va avoir une manière d'aborder les sujets qui peut permettre de l'approcher. Et donner envie aussi, c'est important. Oui. Bon, merci beaucoup à toutes les deux. Merci Arwa pour cette chronique. On lance tout de suite ensemble, toutes les trois, la deuxième partie du talk. Et on continue d'en parler, notamment avec notre invitée Marie Rechvark. Je rappelle que vous êtes directrice du développement institutionnel d'Acadomia. Marie, je le disais il y a un instant, juste avant la chronique d'Arwa, vous nous parliez justement de la transformation du métier d'enseignant. Vous nous disiez que maintenant, c'était plus forcément un passeur de savoir quelque part, mais peut-être un peu plus un coach aussi personnel pour chacun des élèves, l'importance de donner du sens. Vos résultats, justement, pour revenir sur ce sujet-là, ils montrent au sein de votre enquête que les jeunes, ils rêvent de plus en plus de carrières scientifiques avec des métiers comme médecin, ingénieur, vous nous en avez parlé. Comment justement vous adaptez peut-être aussi vos programmes, vous chez Acadomia qui êtes un leader dans le secteur du soutien scolaire et de l'éducation aujourd'hui en France, pour justement accompagner ces aspirations scientifiques dans votre approche pédagogique? Est-ce que cette étude, quelque part d'une manière ou d'une autre, de manière générale, elle remet les choses en perspective? Alors oui, parce qu'on voit effectivement, comme vous venez de le souligner, c'est 34% en fait des métiers cités qui nécessitent des études scientifiques. Donc on a vraiment définitivement, on le savait, mais besoin des sciences. Donc nous, notre approche, ça va être vraiment une approche la plus participative possible, que ce soit dans nos différents formats de cours. Le cours particulier en individuel, évidemment, le favorise, mais dans tous nos formats de cours collectifs, qu'ils soient en présentiel ou en ligne, c'est vraiment pensé pour que chacun participe. C'est vraiment les séquences pédagogiques sont vraiment pensées pour maximiser cette interactivité entre élèves et enseignants. D'une part. D'autre part, dans cette étude, on parle des passions et pour nous, ça va être important. C'est quelque chose auquel on croit depuis longtemps et qu'on voulait un peu vérifier aussi à l'occasion de cette étude. C'est que les passions qu'on a en tant que personne, et là en particulier en tant qu'ado, nous sont utiles dans notre éducation. On ne croit pas que l'éducation se résume au domaine scolaire et académique, mais on pense que tout ce qu'on fait dès lors qu'on a une passion, qu'on s'y intéresse, qu'on s'en nourrit, elle peut nous aider bien sûr à nous épanouir, ça paraît évident, mais aussi à réussir scolairement, ce qui est peut-être un peu moins évident de prime abord. Mais les chiffres là l'ont confirmé, c'est intéressant puisque je crois que c'est 65% des enfants qui sont convaincus que c'est favorable à leur réussite scolaire, au-delà de leur épanouissement, et c'est 76% des parents qui trouvent que ça a un impact positif. Donc nous, on peut s'en servir. On s'en sert déjà, mais on va du coup d'autant plus s'en servir pour intéresser les élèves aux matières qui parfois sont un peu plus difficiles d'abord pour eux. Ces passions-là, c'est un levier de motivation important, de même que, donc, on l'a vu, le projet d'orientation pour les plus grands. Effectivement. Alors, l'une des conclusions de l'enquête, vous en parlez, les passions, le sport aussi, qui est au cœur aussi du programme d'Acadomia. Oui. Tout à fait. Et numéro 1 des passions, et c'est exactement, pardon, je vous ai coupé, mais donc c'est important. Mais du coup, ça me fait aussi réfléchir sur le sujet qu'aujourd'hui, dans l'éducation française, en tout cas primaire et secondaire, j'ai l'impression qu'on ne capitalise pas assez sur ces passions pour stimuler l'engagement des élèves. C'est le constat que vous faites aussi? Alors oui, notre président est très engagé sur le sujet de la possibilité pour les enfants d'avoir un vrai double projet
que ce soit dans le sport ou dans les disciplines artistiques également. Ouais. Alors nous, aujourd'hui, on travaille principalement avec des acteurs du sport, des clubs, des fédérations sportives. Et ce qu'on propose, c'est vraiment des scolarités complètement aménagées, dont une qui est 100% en ligne pour les espoirs du tennis. Et en fait, ça leur permet d'adapter. Alors, c'est déjà une question d'emploi du temps, c'est tout bête, mais il y a les entraînements, il y a les compétitions. Oui. Et comment on fait marcher tout ça avec un emploi du temps scolaire traditionnel ? Malheureusement, il y a un tiers des jeunes qui sont en fait contraints d'abandonner leur pratique sportive en raison de la difficulté à la combiner avec leur scolarité. Donc c'est un engagement fort. Et là, dans notre établissement, on a aussi des collèges-lycées par ailleurs. Dans notre établissement parisien, on a commencé un partenariat cette année avec le cours Florent, avec cette même idée, cette fois-ci dans le domaine des arts, de faciliter pour les jeunes de mener un vrai double projet sans compromettre aucune des dimensions. Bien sûr. Vous avez des échanges aujourd'hui, parce que c'est un modèle qui marche visiblement aussi. Vous êtes, je l'ai dit, leader sur ce sujet en France. Vous avez des échanges, je ne sais pas, peut-être avec le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, qui vient s'inspirer un peu de ce que vous faites pour peut-être éventuellement inclure ces programmes-là, ou en tout cas quelques briques, quelques morceaux de votre recette magique dans les programmes nationaux que chacun de nos enfants, de nos élèves pourrait avoir en France, ou pour l'instant, ce n'est pas trop le cas? Alors, pas encore. On peut espérer que sur le sujet, ça va sur le sujet du sport en particulier, on peut espérer que ça va se développer, notamment à l'issue des Jeux Olympiques qui ont évidemment mis le focus sur le sport et l'importance du sport à tous les niveaux. Donc pas encore, mais on espère que ça va se développer parce qu'on serait ravis d'échanger davantage avec eux. Ben voilà, le message est passé en tout cas. En dehors du sport, rapidement pour terminer sur ce sujet des passions, quelles autres passions vous avez constatées si vous leur avez posé la question? Vous nous avez parlé du théâtre, du domaine de l'art avec le cours Florent. Est-ce qu'il y a d'autres passions qui vous ont peut-être un peu étonné, mais dans lesquelles les enfants vraiment s'épanouissent énormément? Alors, effectivement, il y a le sport, il y a les arts, il y a aussi beaucoup les jeux vidéo. Donc, ça, c'est pour le coup... c'est un cliché qui se vérifie. C'est le seul sujet de l'enquête où il y a un cliché. Bon. Voilà. Notamment chez les garçons. Là, c'est vraiment une passion assez forte. Mais ce qui est intéressant, c'est que toujours, et ce que prouve votre enquête, c'est que même si c'est le sujet des jeux vidéo qui les passionne, malgré tout, ça les aide dans leur scolarité. Oui, exactement. Et d'ailleurs, les jeux vidéo, on avait reçu dans un de nos lives qu'on organise pour les familles Grégoire Borst l'année dernière sur le sujet des écrans. On connaît bien. Et des apprentissages et comment ça peut bien fonctionner ensemble. Évidemment, les jeux vidéo bien utilisés et bien, voilà, quand on les utilise notamment avec le bon étayage, le bon accompagnement, peuvent développer pas mal de compétences. Il expliquait que voilà, c'est des compétences qu'on peut ensuite transférer dans le cadre scolaire et puis dans le cadre de la vie de tous les jours, parfois, dans certains cas. Tout est toujours une question d'usage, hein, ça c'est sûr. Cette étude, rapidement, elle montre, on l'a dit, une vision optimiste de la jeunesse. On entend pourtant beaucoup parler de désengagement, de décrochage scolaire aussi. Vous comprenez cette contradiction et vous poussez aujourd'hui, peut-être dans les médias comme vous le faites ici, à une autre manière de voir la jeunesse aujourd'hui. Peut-être à parler aussi un petit peu plus du sujet du bien-être des adolescents qui est peut-être un peu sous-estimé dans le public. Alors effectivement, on a vraiment cette ambition chez Academia de réenchanter l'éducation. Ça ne peut pas être très ambitieux, mais c'est vraiment ce qu'on souhaite faire. Et ça passe, à mon sens, par donner une image positive, valorisante des adolescents et aussi des enseignants. Donc effectivement, c'est un des usages qu'on va faire de ces résultats d'études, et je suis ravie d'avoir l'occasion de les partager, puisque ça donne une image... on les pointe du doigt pour... on a évoqué les sujets, les résultats scolaires, les écrans, etc. C'est bien de voir que c'est pas que ça. Peut-être que c'est un effet de loupe, parfois. Ça nous tenait à cœur, effectivement. Il y a aussi plein de choses qui se passent dans l'éducation et qui sont très chouettes et positives à mettre en avant, et vous en faites partie. Peut-être que les résultats de cette étude pourraient influencer des politiques éducatives à venir. En tout cas, le message est passé. Merci encore à vous, Marie Reichsberg. Je rappelle que vous êtes directrice du développement institutionnel d'Academia. Merci d'être venue. Merci à vous. Parmi nous sur le plateau. Merci aussi à notre chroniqueuse Arwa Chawki d'avoir été parmi nous pour cette première. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Et puis nous, comme tous les jours, on se retrouve dès demain et dès 12h30 et toujours au même endroit sur School TV. D'ici là, passez une très bonne journée.